Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Partie 1 Les temps premiers, aux temps anciens. Chapitre 1 Aux origines. L'Antiquité romaine nous enseigne que les magistrats étaient assistés par plusieurs officiers, officiales, dont l'appellation correspondait à des fonctions bien précises. Certains apparitors introduisaient les plaideurs devant le tribunal et assuraient la police des audiences. D'autres exécutors étaient chargés de l'application des décisions de justice et des saisies de biens et de corps. Cicéron, avocat et homme politique, en 106 à 43 AV. J.C. signalait aussi l'existence des accensi, chargés de convoquer le peuple aux assemblées, d'introduire les plaideurs devant le prêteur et de maintenir le silence dans les audiences, des stétors, qui se tenaient auprès des magistrats pour recevoir leur ordre et comprenaient à la fois les portiers, ostraïs, et les geôliers, des viators qui allaient chercher ce que le Sénat avait choisi pour commander les armées. Enfin, les magistrats s'entouraient de toute une série de licteurs lors de leurs déplacements. L'un d'eux, primus lictor, marchait en tête. On l'appelait aussi virgarius par référence à la verge, virga, qu'il tenait à la main, ou submotor en raison de sa fonction, submotio, qui consistait à écarter la foule pour laisser le passage. Les autres, en nombre variable suivant l'importance du magistrat, portaient les fasces, faisceaux de verge disposés autour d'une hache dont on punissait les condamnés. Le dernier qui se trouvait le plus près du magistrat s'appelait proximus lictor. Tous ces officiers faisaient partie, avec les crieurs, les coursiers et autres interprètes, des apparitor magistratuum. À la chute de l'Empire romain, les appellations changèrent mais les fonctions demeurèrent. Au Moyen Âge, on distinguait trois sortes de ces ministres inférieurs de la justice, les bedeaux, les sergents et les huissiers. Section I Les bedeaux. Ces officiers tiraient leur nom du latin médiéval bedalus ou bidelu, issu du francique bidal désignait un messager de justice. Leur ministère consistait à citer en jugement et à exécuter les sentences des baillis, des juges pédanés et des agents inférieurs de l'administration royale tels que maires et voyers. Selon l'ancienne coutume de Normandie, les bedels sont les mineurs sergents qui doivent prendre les names, et les offices fers qui ne sont pas si honnêtes et les meneurs semonces, ce qui signifie en langage moderne que les bedeaux étaient des sergents inférieurs chargés de prendre les biens saisis, de faire les assignations de peu d'importance et toutes les basses fonctions. On appelait aussi bedeaux des employés au service de certaines communautés, notamment les bedeaux des paroisses chargés de maintenir le bon ordre pendant les offices et baguettes à la main, de faire la place aux quêteurs, de précéder les processions et d'accompagner le clergé dans les cérémonies. On doit encore ranger dans cette catégorie d'officiers les sergents à masse ou massiers dont parlait par exemple la coutume locale d'Amiens. Descendants des licteurs dont s'entouraient les prêtres et les vestales dans l'Antiquité, ils étaient également nommés bidelos par les jurisconsultes italiens du Xive siècle. Mais leur fonction était totalement étrangère au ministère de la justice. Ils étaient simplement chargés de convoquer des assemblées, de précéder le roi dans les cérémonies, de faire place aux grands dignitaires ou au corps de l'université marchant de l'avant en portant une masse de métal plus ou moins précieux. Ainsi, lorsque le roi venait tenir son lit de justice, le premier huissier du Parlement le conduisait, encadré de 2 huissiers massiers. Finalement, seuls ces serviteurs de communauté ont survécu gardant leur nom dans les églises et prenant celui d'appariteur dans les universités. Les bedeaux de justice, quant à eux, ont été peu à peu absorbés par les sergents et il n'en restait au XVIIIe siècle qu'un souvenir méprisant lorsque les sergents royaux qualifiaient de bedeaux les sergents des justices subalternes dans les procès qui les opposaient. Section 2. Les sergents. Les premiers sergents étaient eux aussi les serviteurs et les domestiques des juges, comme l'atteste l'origine de leur nom, Servien, qui donna d'abord Sergien. Ils étaient même, à l'original, les serviteurs des juges inférieurs qui les commettaient pour exécuter leurs ordres au même titre que les bedeaux dont il était difficile de les distinguer. Au XIIIe siècle, ces bas officiers furent désignés par la lexie générique de sergents du roi. Ainsi, ils étaient chargés d'exécuter non seulement les ordres des juges subalternes, mais aussi ceux du roi et du Parlement. La catégorie des sergents était très diversifiée. Il en existait plusieurs sortes, dont les compétences dépendaient de la juridiction qui les recevait. On dénombrait les sergents des tailles exploitant en matière d'impôts jusqu'en 1598,
les sergents extraordinaires des lieutenants criminels créés en 1554 pour exploiter en matière criminelle dans le ressort des présidiaux, les sergents collecteurs des amendes des eaux et forêts créés la même année dans chaque vicomté, les sergents dangereux chargés de février 1554 à 1563 jours exploiter et de faire les prises dans les forêts soumises au droit de danger, les sergents de l'amirauté, les sergents des monnaies chargés d'exploiter les décisions de la Cour des monnaies, sergents priseurs vendeurs de biens institués en 1575 et les sergents de ville créés en mars 1709 pour signifier et exécuter les décisions judiciaires des maires et échevins. Du reste, plusieurs catégories de sergents pouvaient coexister au sein d'une même juridiction. À cet égard, l'exemple du Châtelet de Paris est significatif, puisque cette juridiction comprenait 4 sortes. Saint-Louis décida de les diviser en 2 groupes. Les uns furent tenus de résider en ville et chargés d'y instrumenter tout en assurant des fonctions de police. On les appela sergents à pied, eu égard à la manière dont ils se déplaçaient, à pied et en ville, puis sergents à verge, relativement à la baguette dont ils étaient munis pour imposer le respect. Les autres, obligés de résider hors la ville dans les bailliages et les sénéchaussées, étaient chargés d'instrumenter dans les campagnes. On les nomma sergents à cheval, en raison de la nécessité d'avoir une monture pour parcourir de longues distances. Il y avait en outre, au Châtelet, 2 autres variétés de sergents. Les sergents fiefés qui avaient pour charge principale d'exploiter en matière féodale, principalement de procéder aux saisies des fiefs, autrement les domaines. D'autre part, les sergents de la douzaine formaient la garde personnelle du prévôt de Paris et se rapprochaient donc, à cet égard, des sergents d'armes serviant armurum établis par Philippe Auguste comme garde de corps du roi. Cette fragmentation extrême des compétences matérielles ou territoriales dura jusqu'en février 1705, lorsqu'un dédit royal vint réunir ces différents officiers en une seule communauté et sous le même titre des huissiers, permettant de résider en tout lieu du royaume et d'exploiter en toute matière dans toute son étendue. La traditionnelle distinction entre huissiers et sergents était appelée à disparaître, mais ce sont les lois révolutionnaires qui y mirent un terme définitif. Section 3. Les huissiers. Ils ont enfin été appelés de la sorte en souvenir de leurs anciennes fonctions de portier. L'ostiarus romain avait pour unique fonction d'assurer un service de police qui consistait essentiellement à garder la porte, ostium puis ustium en bas latin du juge qui l'employait. Même au premier temps du Moyen-Âge, l'huissier se différenciait des bedeaux et des sergents en ce qu'il n'effectuait aucune semonce, ni aucune exécution. Sa fonction se limitait au service intérieur et à la police des audiences. Puis, l'huissier a pu remplir les fonctions des sergents dans les juridictions les plus importantes, à commencer par le Parlement de Paris. Là, au XIIIe siècle, celui-ci employait 2 portiers ostiari portari, chargés de garder la porte de la chambre, d'appeler les plaideurs et d'exécuter les décisions de la cour. En 1328, on en comptait 11 dont le plus ancien prenait le titre de premier huissier. Dès lors, pour justifier la distinction des 2 catégories d'officiers, d'anciens auteurs ont écrit que la différence résidait dans l'importance de la juridiction qu'ils servaient respectivement, à savoir pour les huissiers, les juridictions supérieures et pour les sergents, les justices subalternes. En réalité, la différence essentielle entre les 2 tenait à la nature de leurs fonctions. Les sergents ne faisaient qu'exploiter alors que les huissiers exerçaient en outre des fonctions d'assistance des juges, de maintien de l'ordre et d'accompagnement de la cour lors des cérémonies. Du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, un grand nombre d'huissiers avaient été installés auprès des cours souveraines et des juridictions subalternes. Huissiers du Parlement de Paris et ceux des autres cours de Parlement au fur et à mesure de leur création, huissiers des requêtes de l'hôtel, huissiers de la Chambre des comptes chargés de mettre en ordre les locaux, de garder les portes 1454, huissiers du Grand Conseil 1527 et de la Grande Chancellerie, huissiers des différentes cours des aides chargés du service de la cour et des exploits en matière fiscale, huissiers audienciers de la Connétablie et Maréchaussée de France, de l'Amirauté, de la Conservation de Lyon, huissiers de la Chambre des comptes chargés en mars 1543 d'instrumenter en tout ce qui relève de cette juridiction, huissiers des sièges présidiaux 1551, des tables de marbre qui ont succédé en 1555 aux huissiers des eaux et forêts, des élections, des juridictions consulaires 1708 à 1720, des sénéchaussées, etc.
Toujours est-il que le titre d'huissier désignait légalement un officier, chargé à la fois d'exploiter et d'assurer le service intérieur des tribunaux. Ce cumul de fonctions connaissait cependant quelques exceptions. Certains officiers qualifiés d'huissiers n'étaient en réalité que des sergents. C'était le cas notamment des huissiers visiteurs, des juridictions maritimes chargées de visiter les navires marchands et des huissiers priseurs, créés en 1691, qui n'étaient que des sergents ayant obtenu le droit exclusif de procéder aux ventes mobilières. Au demeurant, il fallait remplir certaines conditions que nous allons détailler ainsi que les attributs de l'huissier. Chapitre 2 – Conditions et attributs de l'huissier. Section I – L'aptitude professionnelle. Il est difficile de connaître les conditions d'aptitude que devraient satisfaire les candidats aux offices d'huissier ou de sergent avant le début du XVe siècle. Selon Félix Aubert, qui a étudié l'histoire du Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII, il fallait, pour être reçu, être né en France, avoir subi avec succès un examen et être exempt de maladies contagieuses. D'après les lettres patentes du roi Charles VI du 31 janvier 1402, les impétrants faisaient l'objet d'une information sur leur suffisance et loyauté, que l'on retrouve dans l'ordonnance d'Orléans de 1560 sous le nom des apostrophes, inquisition préalable de leur bonne vie et expérience. Mais de ces deux éléments de l'aptitude générale, l'élément moral a manifestement pris le dessus. La vérification de la bonne moralité se faisait par le témoignage de quelques voisins. L'absence d'examen des sergents était imputable, selon Loiseau, à la vileté de leurs offices, l'huissier ou sergent n'était encore qu'un simple exécuteur d'ordre, et à la difficulté qu'il y avait anciennement d'en trouver. Plus tard, vers la fin du XVe siècle, une évolution aux conditions d'accès s'est produite. Elle concerne la capacité d'écrire et la connaissance du métier. Section 2. La capacité d'écrire. La capacité de lire et d'écrire n'était pas nécessaire à une époque où l'activité du sergent était exclusivement verbale. Dans la tradition médiévale, le sergent convoquait oralement les justiciables devant les juges par une semonce ou avertissement, dont il faisait ensuite le récit en justice. Telle est d'ailleurs l'origine du mot exploit, dérivé du latin explicatum, participe passé substantivé du verbe expliquer qui signifie expliquer. Le sergent accomplissait sa mission de signification ou d'exécution sans établir d'acte écrit. Il expliquait ensuite au juge ou à son greffier ce qu'il avait fait. Boutillier énonçait à ce propos que le sergent devait rescrire de tous ses exploits, ou relater de bouche, si c'est en lieu où il soit de relater par bouche. Autrement dit, la forme générale de ces rapports était l'écrit, mais qu'un récit verbal était parfois suffisant et ce en vertu des usages. Une importante évolution s'est produite lorsque l'huissier ou le sergent a été contraint d'ajourner par écrit. C'était vers la moitié du XVIe siècle. Et lors des États généraux de 1483, il fut réclamé que les sergents sussent lire, écrire et mettre en termes honnêtes les citations de leurs exploits. La capacité d'écrire fut alors érigée en condition d'aptitude par l'édit d'octobre 1485, mais à l'égard uniquement des sergents à cheval. Plus tard, Louis XII, en 1499, décida de ne conserver que ceux des sergents qui seront de bonne vie et sauront lire et écrire, sous peine de la perte de leurs offices et d'amendes arbitraires, et ce pour épargner au peuple les graves exactions et vexations faites par la multitude de sergents extraordinaires. Une telle restriction ne pouvait s'expliquer que par l'introduction de la forme écrite. Bien que le terme exploité demeurât en usage dans tous les textes, le sergent ou l'huissier instrumentait désormais, autrement dit établissait l'instrumentum, support formel de l'acte que la science juridique oppose toujours à l'essence de l'acte, le negotium. Pour cela, il devrait nécessairement être capable d'écrire. L'ordonnance du 1er octobre 1535 l'imposa en obligeant les sergents et huissiers à bailler copie de leur exploit au parti, et plus expressément, en interdisant au Parlement de recevoir aucun pour huissier s'il ne sait lire et écrire bonne et lisable lettre. Section 3. La connaissance du métier. Plusieurs textes du XVIe siècle ont exigé de l'huissier une certaine compétence dans l'exercice de ses fonctions. Au terme de l'ordonnance du 1er octobre 1535, il était interdit au Parlement de recevoir non seulement des illettrés, mais aussi aucune personne qui ne sût faire promptement les exploits de son istat.
Autrement dit, il était nécessaire pour devenir sergent ou huissier, de connaître la forme des actes et d'avoir acquis l'habitude de les rédiger. Le règlement du Sénat de Savoie de 1560 qui s'était fortement inspiré de l'ordonnance suscitée, reprit textuellement la prohibition à son compte, en ajoutant que le candidat sera examiné, appelé premièrement, et oui le procureur général à qui les lettres de provision seront communiquées. Une autre ordonnance de 1585 d'ajouter « Défendons à nos cours de parlement et autres compagnies souveraines de ne recevoir aucun pour huissier qu'il ne soit expert et suffisant à ce qui dépend de son dit office, sur quoi il sera examiné. » L'idée de compétence apparaît clairement dans les règles ci citées. L'huissier devrait être suffisant, c'est-à-dire posséder les connaissances nécessaires à l'exercice du métier. Il devrait se montrer expert, autrement dit aguerri aux actes de son ministère. Ainsi, on retrouve les deux volets complémentaires de toute aptitude professionnelle, le savoir et l'expérience. Mais aucun texte n'indiquait comment cette compétence devrait être acquise. À l'évidence, le savoir-faire du candidat résultait d'une pratique professionnelle aux côtés d'un titulaire, pendant une durée à fixer par les usages. La formation professionnelle de l'huissier n'a été réglementée qu'au XIXe siècle, lorsque le décret impérial du 14 juin 1813 portant sur l'organisation et le service des huissiers est venu préciser que les aspirants aux fonctions d'huissier ordinaire devraient avoir travaillé, au moins pendant 2 ans, soit dans l'étude d'un notaire ou d'un avoué, soit chez un huissier ou pendant 3 ans au greffe d'une cour impériale ou d'un tribunal de première instance. L'exigence d'une pratique professionnelle était ainsi clairement définie, et demeurait l'unique condition d'aptitude. On ne parlait dans ce décret ni d'examen, ni de diplôme. Ce n'est qu'en 1846 que la Commission des hautes études du droit, appelée à se prononcer sur l'exigence de la licence en droit, donna un avis défavorable. Car selon elle, il aurait été très difficile de trouver en ces temps-là dans les campagnes, des candidats en grand nombre pour faire office d'huissier. La formation théorique a été laissée à la discrétion des communautés locales d'huissiers, qui prirent l'habitude d'organiser des conférences au profit des candidats. Section 4. Le texte fondateur, le décret impérial de 1813. Ce décret impérial numéro 9346, portant règlement sur l'organisation et le service des huissiers, pris au quartier impérial de Dresde, le 14 juin 1813 par Napoléon Bonaparte, est le texte fondateur de la profession en ce qu'il contient les éléments de base permettant l'exercice correct du métier pour de longues années, malgré les adaptations ultérieures nécessaires. Il contient 114 articles repartis entre 3 titres. I°, le titre I qui traite de la nomination, du nombre et de la résidence stipule en son article 1er les huissiers institués pour le service de nos cours impériales et prévôtales et pour tous nos tribunaux seront nommés par nous, sous-entendu l'empereur lui-même. La cour prévôtale étant une juridiction destinée à l'administration domaniale. Déjà, 2 distinctions étaient à faire. D'un côté il y avait les huissiers audienciers choisis par les cours et tribunaux parmi ceux jugés les plus dignes de confiance pour le service intérieur des audiences, et de l'autre côté les huissiers ordinaires, chargés de toutes les citations, notifications et significations requises pour l'instruction des procès, ainsi que de tous actes et exploits nécessaires à l'exécution des ordonnances de justice, jugements et arrêts. En tout état de cause, pour ceux qui aspiraient aux places d'huissier les conditions requises étaient 1 degré d'être âgé de 25 ans accompli. 2 degrés d'avoir satisfait aux lois de la conscription militaire. 3 degrés d'avoir travaillé, au moins pendant 2 ans soit dans l'étude d'un notaire ou d'un avoué, soit chez un huissier, ou pendant 3 ans au greffe d'une cour impériale ou d'un tribunal de première instance. 4 degrés d'avoir obtenu de la chambre de discipline, des huissiers, un certificat de moralité, de bonne conduite et de capacité. Si la chambre accorde trop légèrement ou refuse sans motif valable ce certificat, il y aura recours au tribunal de première instance dans le premier cas, par le procureur impérial, et dans le deuxième cas par la partie intéressée. Après avoir obtenu la commission confirmative, l'huissier devait prêter dans les 2 mois à l'audience de la cour ou du tribunal de sa résidence le serment de fidélité à l'empereur et d'obéissance aux constitutions de l'Empire, ainsi que celui de se conformer aux lois et règlements concernant son ministère et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.
2 degrés, le titre 2 traite des attributions des huissiers et de leurs devoirs. Les attributions. La distinction entre huissiers audienciers et ordinaires est nette. Les premiers sont maintenus dans le droit de faire exclusivement près les cours et tribunaux de leur résidence, le service personnel aux audiences, aux assemblées générales ou particulières, aux enquêtes, interrogatoires et autres commissions, ainsi qu'au parquet. Voilà comment est demeuré dans tous les textes futurs jusqu'à nos jours le terme service personnel. En cas d'insuffisance d'huissiers audienciers, les huissiers ordinaires étaient commis par les mêmes cours et tribunaux. Mais concurremment, le droit d'exploiter, c'est-à-dire faire les citations, significations et exécutions, etc., appartenait à ces deux catégories. Autre attribution spécifique, dans l'article 37, il est stipulé que dans les lieux où il n'est point établi de commissaire-priseur, exclusivement, chargé de faire les prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers, les huissiers tant audienciers qu'ordinaires continueront de procéder concurremment avec les notaires et les greffiers, aux dites prisées et ventes publiques, en se conformant aux lois et règlements qui y sont relatifs. Les devoirs. L'article 39 se décline ainsi. Les huissiers sont tenus de se renfermer dans les bornes de leur ministère sous peine de sanction. Quelles étaient ces bornes ? L'incompatibilité de l'exercice du ministère avec toute fonction publique salariée. En outre, il est défendu aux huissiers sous peine d'être remplacés de tenir auberge, cabaret, café, tabagie ou billard, même sous le nom de leur femme, à moins d'autorisation spéciale. Les huissiers sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en seront requis et sans acception de personne, sauf les prohibitions pour cause de parenté ou d'alliance. Les copies à signifier seront correctes et lisibles, à peine de rejet de la taxe ou de restitution des sommes reçues. Tout huissier qui ne remettra à personne ou à domicile l'exploit et les copies de pièces qu'il aura été chargé de signifier, sera condamné par voie de police correctionnelle, à une suspension de 3 mois, à une amende qui ne pourra être moindre de 200 francs ni excéder 2000 francs et aux dommages et intérêts des parties. Les clercs n'étant pas encore nés, l'huissier faisait un travail extrêmement exténuant déjà à cette époque-là. Être au four et au moulin à la fois. 3 degrés. Le titre 3 évoquait de la réunion des huissiers en communauté, c'est-à-dire l'ancêtre de la Chambre nationale, l'organisme de représentation, son fonctionnement, de la Chambre de discipline, de la formation des huissiers, ainsi que de l'institution de la bourse commune dont on parlera plus tard. Partie 2. Les seconds temps, aux temps coloniaux. L'occupation militaire par la France, en ce début du XIXe siècle, de vastes territoires en dehors de ses frontières a eu pour conséquence la mise sous administration française des terres et des hommes en Asie, en Amérique et surtout en Afrique. Dans le continent africain, il existait 2 grandes structures territoriales. L'Afrique équatoriale française dite AEF regroupant des pays situés au centre et l'Afrique occidentale française appelée AOF regroupant d'autres pays se trouvant à l'ouest. Chacune avait à sa tête un gouverneur général. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.